Salut à tous, nouvelle vidéo YouTube depuis mon retour de vacances. Je change un peu le format, j'essaie de faire un peu de facecam. Ça va m'entraîner un peu et je pense que pour vous ce sera un peu moins monotone. Je reprends les vidéos YouTube là avec une FAQ que je devais faire avant de partir. On m'a posé des questions par rapport à ça. Pas mal de questions intéressantes. J'ai mis tout ça à côté, donc si vous me voyez tourner la tête, c'est normal, c'est parce que je lis les questions. Voilà, j'en ferai régulièrement, peut-être une fois par mois des FAQ. Au moins, s'il y a des questions intéressantes, ben, ça pourra profiter à tout le monde. Donc la première question, c'est quel conseil donnerais-tu à un préparateur physique dans les sports de combat qui s'apprête à se lancer? Pour moi, le meilleur des conseils, c'est de pratiquer. Parce que si on ressent pas en fait les intensités, les chocs, tout ce que ça représente, même peut-être faire un peu de compétition, sans forcément avoir un très bon niveau, mais tester la compétition pour la gestion du stress, la pesée, tout ce qui conditionne en fait le combattant lors d'une compétition. Donc voilà, pratiquer, se former, ça y a pas de secret, il faut se former régulièrement. Moi j'ai un budget pour les formations, chaque année j'essaie d'en faire une ou deux. Et après, qu'est-ce que je donnerais comme autre conseil pour se lancer? Ouais, se former, vraiment être passionné par le sport de combat qu'on fait ou les sports de combat en général, mais ça, je pense que c'est logique. Voilà. Après, une autre question. Il y a des études particulières ou c'est plutôt l'expérience, l'œil et le talent pour ça qui joue le plus? Alors, je pense que tu parles des études scientifiques. Pour moi, c'est les deux. Il faut utiliser les études, il faut utiliser le terrain, l'expérience. Des gens qui utilisent que les études, s'ils n'ont pas la notion de terrain, ça va être compliqué de mettre en pratique tout ça. Et le problème des études scientifiques, c'est que ça va se heurter en fait à la réalité du terrain. Et pareil aussi, celui qui pense qu'avec juste son expérience, il va pouvoir en fait être meilleur que les autres, eh bien, il va se tromper. Parce que la personne qui utilise l'expérience terrain et qui utilise les études va pouvoir, on va dire, optimiser à chaque fois ces pourcentages qui font qu'un athlète va performer à 100% au lieu de 95%. Et à un niveau, on sait à quel point ça fait la différence. Voilà. Donc je dirais les deux. Je dirais les deux, faut avoir les deux, faut lire des études, faut faire une veille scientifique, pardon, c'est important. Et bien évidemment avoir une expérience de terrain, donc pratiquer, aller en compétition avec ses athlètes, des choses comme ça. C'est qui le plus gros combattant que tu as entraîné? Je dirais Baki, parce que j'ai d'autres combattants pro, mais dans d'autres disciplines, en Muay Thai, tout ça, et c'est un peu moins reconnu entre guillemets. Quel parcours? Donc, je vais parler que de mon parcours en tant que préparateur physique, coach sportif. Moi, je fais un BPGEPS au Crêpes de Toulouse, qui est le meilleur crêpe, je crois, en France. Très bon crêpe, surtout les intervenants, en fait, qui sont très bons. Voilà, enfin, j'ai eu mon BP. Après, j'ai fait d'autres formations sur Paris. J'ai fait plein de formations. C'est ça, en fait, qui m'a apporté aussi énormément. Au BP, c'est plus les principes, la science du coaching, l'art du coaching, l'anatomie, les bases, entre guillemets. Et les formations m'ont permis de me perfectionner en fait dans plein de domaines. Après, je me suis quand même, j'ai essayé de me spécialiser comme dans la préparation physique et les sports de combat, mais aussi je fais du coaching à côté. Voilà. Au niveau du parcours, ben voilà, formation BP, j'ai fait d'autres formations, je me suis lancé rapidement en fait. Dès que j'ai pu avoir mon diplôme, ben, je coachais, j'avais déjà des coachings parce que j'ai anticipé. Avant même de commencer, on va dire, mon métier d'avoir mon diplôme, j'essaie de pas prospecter, mais d'en parler à mes proches. Je faisais des coachings gratuits avec de la famille, des amis, et ça m'a permis en fait derrière d'avoir un réseau. La rémunération, après, j'ai une autre question sur la rémunération. Ça, c'est en fait, c'est variable. Ça dépend ce que tu fais. Dans la préparation physique, sport de combat, en France, c'est pas super bien payé. Euh, Parce que c'est compliqué, les athlètes sont pas super bien payés, beaucoup ne vivent pas de ça, donc ils peuvent pas se permettre de payer, ou en tout cas de payer entre guillemets à la hauteur de la prestation. Mais si on est bon, qu'on est compétent, qu'on est patient surtout, mais ça va venir, on peut être très bien payé. Ça peut aller, moi je connais des prépas, après en France, il y en a très peu, hein, on va pas se mentir, mais qui arrivent à 5 000 à 6 000 euros, très bien. Mais ils font à côté du coaching, par exemple la préparation physique sport de combat, ben, ils gagnent de l'argent avec, mais c'est pas, on va dire, l'aspect, on va dire, c'est pas là où ils gagnent le plus. On va dire, c'est plus avec les coachings, derrière ce qu'ils font, des programmes, du suivi à distance. Après, les avantages et les inconvénients de la profession, il y a beaucoup d'avantages.
Moi, c'est un métier passion, je kiffe. Je me lève le matin, je kiffe ce que je fais. On est assez libre, on bosse quand on veut. Là, par exemple, ben, si je veux pas bosser aujourd'hui, ben, je bosse pas. Après, c'est sûr, c'est une perte financière. Mais si un jour je suis fatigué, là je suis rentré de vacances lundi, je reprends parce que j'ai été coupé parce que j'avais plus de mémoire, je crois, sur mon téléphone. Je crois qu'on parlait des avantages et des inconvénients de la profession. Donc ouais, voilà, je disais que je peux bosser un peu quand je veux. Ça c'est l'avantage, c'est un métier passion. Donc je suis passionné par ce que je fais. Tous les jours je kiffe ce que je fais. Je vois peu d'inconvénients. Peut-être là au début c'est compliqué. En tout cas, je pense qu'il faut pas se dire je commence, je fais que la préparation physique sport de combat. Il faut avoir des coachings, on va dire, un peu plus traditionnels sur de la remise en forme, perte de poids, prise de masse, etc. Et peut-être toucher à d'autres sports. Moi, je fais très peu, mais je fais d'autres sports, par exemple des sports d'endurance, du foot, du rugby. Essayer de voir un peu sur les autres sports parce que on peut se nourrir de ça aussi pour la préparation physique sport de combat. Donc voilà, je dirais les inconvénients au début, c'est le salaire quand même. C'est pas évident de se faire et de se faire aussi un nom. Parce que beaucoup de combattants, ils veulent, entre guillemets, être entraînés par un préparateur physique qui a combattu, qui combat. Ils veulent de la légitimité, ce que je comprends totalement. En fait, ils veulent pas faire confiance à quelqu'un qui a jamais combattu ou qui s'entraîne pas dur avec. Ils veulent en fait que tu t'entraînes avec eux. Ils veulent te voir, entre guillemets, souffrir et se dire, ouais, lui, il sait ce que je ressens en fait quand je suis en combat. Il sait ce que je ressens quand je fais la perte de poids, etc. Donc voilà. Est-ce que je me suis senti légitime dès le départ et comment l'être en débutant le métier? Ça, c'est... des fois, j'y pense à ça. Franchement, même maintenant, des fois, je doute. Je me dis, putain, mais est-ce que je vois d'autres, en fait, préparateurs physiques à l'étranger, etc. Je me dis, ah ouais, lui, il est chaud et tout. Moi, je suis là. C'est difficile, franchement, de se sentir légitime, mais il y a une réponse à ça, c'est le travail. Il faut travailler, il faut se former, faut s'entraîner, il faut tester, ce que tu dis, il faut le faire. Donc ça, c'est important. Pour au moins, tu assumes. Tu vas faire des erreurs, ça c'est sûr, tu vas te tromper. Mais tu auras fait tout ce que tu as eu. Tu auras mis tout en œuvre pour réussir et faire que ton athlète réussisse. Ça, c'est important. Tu vas toujours douter, entre guillemets, mais c'est ce qui te fait progresser, entre guillemets. Tu t'as beau être le meilleur préparateur physique, le meilleur coach au monde. Tu vas arriver dans une salle, par exemple, tu vas faire un séminaire ou une sorte de formation, mais ils vont te juger, même si tu es le meilleur. Mais si tu n'es pas à la hauteur, ils vont te dire, ah ouais, il est pas ouf lui. Mais si tu sais que tu as tout fait de bien, que tu as bien bossé, ils vont se dire au bout de quelques secondes, ah ouais, ok, il est chaud. Voilà. Une autre question, besoin de la fac pour te former ou que du privé, ça t'a coûté combien d'euros en ligne ou en physique? Alors, on peut se former avec la fac. Bon, dernière fois que ça coupe normalement, on parlait de est-ce qu'il y a besoin de la fac pour se former ou que du privé et combien ça m'a coûté. Donc, la fac, on peut faire STAPS à la fac. Moi, j'ai fait BPGEPS au CREPS de Toulouse, qui est un très bon CREPS. On peut faire, j'ai oublié le nom, Dust, voilà. Ça, c'est en 2 ans, je crois. Et après, j'ai fait plein de formations privées que j'ai payées de moi-même. Et en tout, normalement, le BP, c'est 8 000 euros, mais on peut se faire financer. Après les formations, ben, je me les suis payées. Franchement, je sais pas combien j'ai mis en formation depuis. Je pense qu'on approche des 8 000 euros, je pense, quasiment, en formation. Peut-être un peu moins, non, 6 000, je pense. Entre 5 et 6 000, j'ai un peu exagéré. Je parle des formations que j'ai fait après le BPGEPS. Peut-être un peu plus. Difficile à dire, faudrait que je regarde. Comment tu as trouvé tes clients pour réussir à vivre de ton activité? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant même d'avoir mon diplôme, j'essayais de préparer ma clientèle, j'essayais de préparer mes réseaux, entre guillemets, pour dès que j'allais commencer à avoir des potentiels clients ou utiliser, entre guillemets, mes réseaux pour avoir, on va dire, des clients, quoi. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Ça, c'est le plus compliqué au début, mais dès que vous avez votre premier client, si ça se passe bien, il va vous faire la meilleure pub possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer d'être carré, d'avoir un bon relationnel, parce que vous pouvez être très compétent en termes de coaching ou de préparation physique, mais si votre relationnel est bidon, la personne ne va pas apprécier avoir un coach comme vous, quoi. Parce que vous allez peut-être avoir des résultats, mais vu que la personne elle se sent mal à l'aise avec vous, elle va pas avoir envie de passer 1 heure avec vous une fois, voire 2 ou 3 fois par semaine, quoi. Alors, après une autre question.
comment tu évalues le profil d'une personne que tu dois prendre en main et si tu t'occupes que des pros ou amateurs? Donc, je m'occupe des pros et des amateurs. Je m'occupe aussi des gens qui font pas de compétition ou qui ne veulent pas faire de sport de combat. Comment j'évalue le profil d'une personne? Ben, j'ai un questionnaire, je pose plein de questions, j'ai besoin de photos, de vidéos. Ça dépend en fait du sport, de la pratique, de la demande, des objectifs. Mais je sais quand même dès le début d'avoir énormément d'infos pour pouvoir, on va dire, mettre en place quelque chose, de la planification, la programmation, s'il y a un coaching en suivi à distance, si c'est plus en présentiel, etc. Là, c'est un peu trop long et technique pour que je rentre dans les détails. Après, une question... Comment gères-tu l'intensité de ton programme Strength and Conditioning alors que tes clients ont des heures d'entraînement intensité variable dans leur sport spécifique? Ben alors, la réponse est un peu dans la question. Déjà, il faut avoir le planning d'entraînement de la personne, savoir quand elle s'entraîne dur, s'il y a des sparring à haute intensité. Par exemple, des sparring, par exemple, où tu vas plus... Je parle sur du MMA, par exemple, où on sait qu'il va y avoir un gros sparring où on va beaucoup utiliser la lutte qui est très énergivore ou un chair tank. Mais ça, j'ai besoin de le savoir pour mettre en place... entre guillemets, moduler le programme, moduler les entraînements. Donc, j'ai le planning d'entraînement. J'ai besoin aussi de savoir si la personne, ce qu'elle fait à côté, si elle a une vie stressante ou pas, si elle récupère bien, si elle dort bien, si elle mange bien. Et en fonction de ça, je vais mettre en place des séances qui vont être plus ou moins intenses et je vais les caler dans ce planning d'entraînement. Bien évidemment, chaque semaine, ça risque de changer si le planning change. C'est pour ça que moi, surtout sur les combattants pros qui ont des gros objectifs, j'ai besoin de savoir en fait le planning à l'avance, où j'ai besoin d'avoir vraiment des infos. C'est pour ça que des fois j'envoie des messages au coach, etc. pour qu'il m'aide à ce niveau-là. Alors, après j'ai une question aussi très intéressante aussi. Quelle proportion utilises-tu pour bosser les défauts et perfectionner les forces? Alors, quand j'ai énormément de temps pour travailler, par exemple, que la personne elle vient de finir son combat, qu'elle a récupéré, c'est là que je vais essayer de travailler les faiblesses. Dès qu'elle a son adversaire d'annoncer, qu'on sait que c'est dans 2 mois, 3 mois quand on a vraiment de la chance, mais là je vais travailler quand même beaucoup, je vais me focaliser sur les forces. Là on va faire quasiment 70-80 de perfectionnement de force et 20% de travail, on va dire, des défauts. Par contre, quand on est soit en saison, entre guillemets, saison off, on sait qu'on va pas avoir de combat avant un moment, peut-être retour de blessure ou il a besoin d'une grosse pause, il a besoin de 6 mois de pause avant de recombattre, et bien là on va mettre l'accent sur le travail on va dire des défauts. On va essayer de travailler sur les axes d'amélioration au maximum. Ça, c'est important. Et voilà. Après, j'ai une autre question. La présence au sein du corner de Baki, est-ce qu'il y avait un intérêt? C'est une très bonne question. Alors, il faut savoir que là, il y avait le dernier combat, il y avait Mehdi et il y avait... excuse-moi. Eddy. Voilà, Mehdi et Eddy. Et moi, j'étais en 3e. Alors... Il faut savoir aussi que le corner, il y a l'aspect tactique qui est très important au moment clé, mais il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Moi, je regarde aussi l'aspect physique en fait de Baki, de son adversaire, comment il sent. Je vois au niveau de la respiration, au niveau de l'amplitude de respiration, comment il se sent en fonction entre les rounds, ce qu'il faut qu'il fasse pour récupérer, etc. Ça, je l'aide à ce niveau. Ça m'aide aussi en fait pour avoir énormément de données parce qu'on ne peut pas avoir de vraies data. Je parle pour le combattant en dehors de frappes significatives, du temps au sol. Ça m'aide aussi, par exemple, pour, on va dire, programmer les préparations physiques. Je parlerai de la data dans une prochaine vidéo. J'essaie de faire un truc carré sur la data parce que c'est très complexe. Mais aussi à l'aspect psychologique qui rentre en jeu et Baïsangour, ça lui fait du bien que je sois là dans le corner. Ça le met en confiance, entre guillemets. Il y a d'autres choses aussi que je gère dans le corner, mais ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà. Après, par exemple, si un jour il me dit ouais, j'aimerais bien qu'il y ait un tel coach à ta place, ben, je le prendrai pas mal. Il n'y a pas de souci, au contraire. Le but, c'est qu'il gagne et qu'il soit au maximum de ses capacités, qu'on puisse l'aider. Par exemple, si un jour il me dit ouais, j'ai besoin de mon coach en anglaise ou d'un autre coach. Après, je sais par exemple qu'on peut être 4, je crois à l'UFC, voire 5 dans le corner. Donc, moi, je l'aide aussi juste avant en fait, le combat, etc. On fait plein de trucs, que ce soit durant l'échauffement, pour le mettre en condition, l'hydratation et tout. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, c'est technique. Mais voilà. Bon, là, je n'ai pas répondu à toutes les questions. J'en avais encore quelques-unes. Mais j'en ferai d'autres. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me les mettre. Je les prendrai pour la prochaine fois.
Désolé pour les coupures, j'espère que ce type de vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Franchement, ça m'aide beaucoup. C'est pas grand chose, mais ça me motive à continuer. Et voilà. En tout cas, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez kiffé, que ça vous a aidé, que ça n'a pas été trop brouillon, que je n'ai pas parlé trop vite. Et n'hésitez pas à me dire aussi si le facecam, ça vous plaît comme ça. Voilà. Allez, ciao.